La bourse n'est pas un casino. C'est un instrument qui vous permet de faire fructifier votre capital et de générer un patrimoine à long terme qui peut vous permettre de vivre une retraite confortable. Beaucoup de gens se lancent en bourse sans stratégie claire et finissent par acheter des produits sans savoir pourquoi ils les achètent, combien de temps ils devraient les détenir en portefeuille et dans quelles conditions les vendre. De plus, beaucoup de gens achètent des produits sans savoir vraiment quel type de rendement ceux-ci vont générer. Vont-ils générer des revenus réguliers ou ces produits ont-ils un potentiel d'appréciation de capital? Donc toutes ces confusions font que les gens élaborent des stratégies incohérentes qui peuvent mener à des résultats qui seront inférieurs à ceux qui sont attendus. C'est pourquoi il faut savoir comment faire pour élaborer une stratégie financière qui tient compte de divers paramètres tels que votre âge, votre situation personnelle, votre situation financière, vos objectifs, votre tolérance au risque, votre niveau de connaissance des différents produits boursiers. Il faut faire une analyse globale de votre situation afin de pouvoir élaborer une stratégie cohérente. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire. En bourse, une stratégie vous permet d'identifier les produits qui vous permettront de réaliser vos objectifs financiers. Afin d'identifier les produits qui vont vous permettre de réaliser ces objectifs, il faut déjà connaître vos objectifs. Pour créer une stratégie boursière, il faut donc analyser 5 éléments. La première chose, c'est qu'il faut définir vos objectifs financiers. Cela veut dire par exemple créer des objectifs chiffrés, comme je veux générer 25 000 € de revenus annuels lorsque je serai à la retraite, ou alors un objectif clair tel que je veux prendre ma retraite à 55 ans. Plus votre objectif financier est précis, plus il sera facile d'élaborer une stratégie qui permettra de le réaliser. Par contre, il faut que vos objectifs tiennent compte de 4 choses. Il faut que votre objectif soit réalisable, donc réaliste. Cela veut dire par exemple, si vous gagnez 25 000 € annuels, il est quand même irréaliste d'espérer avoir 5 millions d'euros sur votre compte dans les 20 prochaines années. Ensuite, il ne faut pas que votre stratégie financière soit intimidante. Il ne faut pas essayer de mettre en place des stratégies extrêmement complexes qui sont difficiles à mettre en place pour quelqu'un qui a peu de connaissances par exemple. Donc la stratégie ne doit pas être intimidante. Ensuite, la stratégie doit s'adapter à vos futurs changements de revenus et de votre mode de vie. Donc si vous pensez dans quelques années que vous allez gagner beaucoup plus d'argent, il faut que votre stratégie financière tienne cela en compte. Ensuite, votre stratégie boursière doit également permettre des dépenses de plaisir ou des récompenses. Il ne faut pas que ce soit une stratégie qui réduise votre niveau de vie de manière à vivre comme un spartiate et à faire uniquement des sacrifices, sauf si c'est réellement ce que vous voulez. Donc il faut que votre stratégie et que vos objectifs tiennent compte de ces 4 critères différents. Chaque personne aura un plan unique et des objectifs particuliers. Par contre, le processus pour créer le plan est plutôt le même. Et la première étape consiste donc à définir ses objectifs financiers. Ensuite, la deuxième étape pour créer ce plan, cela consiste à analyser votre situation personnelle et votre situation financière. Dans votre situation financière, c'est-à-dire analyser votre emploi, est-ce que vous avez un revenu stable, combien serez-vous capable d'épargner et d'investir tous les mois, est-ce que vous devez réduire votre niveau d'endettement avant de vous lancer dans l'investissement. Ce sont tous les facteurs qu'il faut analyser avant de pouvoir créer votre stratégie. Ensuite, votre situation personnelle, êtes-vous marié ou célibataire, avez-vous des dépendants? Tout ça, ce sont les éléments qu'il faut prendre en compte pour élaborer votre stratégie. Ensuite, il faut que vous vous posiez sérieusement la question de votre niveau de connaissance en bourse. Avez-vous un niveau de connaissance qui vous permet de prendre beaucoup de risques ou au contraire, avez-vous un niveau de connaissance plutôt modeste qui devrait plutôt vous inciter à investir dans des produits moins risqués et plus basiques? Beaucoup de gens font l'erreur d'investir dans des produits sophistiqués dont ils ne comprennent pas réellement les caractéristiques ni le risque et qui finissent par perdre de l'argent à cause de ça. Donc il faut vraiment être honnête avec vous-même et vous poser la question, quel est votre niveau réel de connaissance des différents produits boursiers qui existent? Et enfin, le dernier élément qu'il faut analyser, c'est la question de la tolérance au risque. Quel niveau de risque êtes-vous prêt à assumer lorsqu'il en vient aux investissements boursiers? Beaucoup de gens font l'erreur de penser qu'ils ont une tolérance au risque beaucoup plus élevée que celle qu'ils n'ont réellement. Et lorsque les marchés deviennent turbulents et que leurs investissements perdent en valeur, beaucoup de gens paniquent et finissent par vendre leurs investissements à perte. C'est pourquoi il faut généralement considérer qu'on a une tolérance au risque relativement faible. La majorité des gens ont une plutôt forte aversion au risque et ils ne sont prêts à prendre des risques que si les gains potentiels sont réellement très importants. Une fois que vous avez analysé tous ces différents éléments, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à la stratégie que vous allez mettre en place. Lorsqu'on parle de stratégie, on pense surtout à l'allocation d'actifs, c'est-à-dire comment allez-vous répartir vos capitaux entre les différents produits que vous avez à disposition. Et beaucoup de théoriciens de l'investissement en bourse et de la planification financière ont créé une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse des cycles de vie, qui permet aux individus de se situer dans 5 différents stades de la vie et chaque stade comporte des objectifs spécifiques et une tolérance au risque spécifique.
Bien entendu, c'est simplement une hypothèse et ce n'est pas une loi générale qui s'applique à tout le monde. Néanmoins, ça peut être un bon point de départ pour élaborer une stratégie. Je vais donc présenter les 5 stades et vous expliquer un petit peu l'approche qu'on peut adopter à chaque stade de cette hypothèse. Alors le premier stade, c'est jusqu'à peu près jusqu'à l'âge de 30 ans, on va dire entre l'âge de 20 ans et l'âge de 30 ans, c'est ce qu'on appelle les débuts professionnels. C'est lorsque les gens finissent leurs études et ils décrochent leur premier emploi. En général, à ce niveau-là, dans le cycle de vie, on n'a pas de dépendants, donc on n'a pas d'enfants, on n'est pas marié, on est plus ou moins seul, donc célibataire, et on n'a aucune obligation familiale ou personnelle. Et donc en général, à ce niveau de ce stade de la vie, les préoccupations sont plutôt à court terme, telles que par exemple créer un fonds d'urgence, financer un départ en vacances ou par exemple financer l'achat d'une voiture. Donc les investisseurs qui ont entre 20 et 30 ans et qui démarrent dans la vie active ont finalement un niveau de revenu discrétionnaire relativement élevé. Donc des fois leurs revenus sont quand même relativement modestes, mais vu qu'ils n'ont pas de dépendants, ils ont une capacité de consommation qui peut être raisonnable, et ce qui veut dire que ceux-ci peuvent se permettre de commencer à investir. Et souvent ces jeunes investisseurs, la particularité qu'ils ont, donc soit ils peuvent avoir un niveau de connaissance en bourse qui est relativement faible, certains ont un niveau de connaissance qui est moyen, et ce sont des investisseurs qui ont une tendance à supporter un niveau de risque plus élevé que la normale, puisqu'ils ont un horizon d'investissement très long. Ils peuvent se permettre de prendre des risques supérieurs à la normale. Donc en général, les gens qui sont dans ce stade de la vie peuvent avoir une allocation d'actifs qui est très agressive, par exemple 80% d'actions et 20% seulement de produits à revenus fixes tels que des obligations. Donc ça peut vous donner une idée de la stratégie que quelqu'un dans cette fourchette d'âge peut mettre en place, une stratégie très agressive. Lorsqu'on arrive à l'âge d'à peu près 35 ans, donc entre 25 et 35 ans, on entre dans le stade 2 de cette hypothèse qui est le stade des obligations familiales. C'est la fourchette d'âge environ où les gens commencent à se poser en couple, à se marier, à avoir des enfants, et donc finalement où leur capacité à prendre des risques en bourse diminue fortement puisqu'ils ont beaucoup moins de liquidité et leur capacité d'épargne et d'investissement est fortement réduite du fait des dépenses qu'ils ont dans leur vie courante. Donc à ce stade, les gens se tournent vers des objectifs à plus long terme, comme financer l'éducation de leurs enfants ou financer l'achat d'une maison. Et donc, ils veulent des investissements peu risqués, et ils sont surtout soucieux de préserver leur capital sur les 5 ou les 10 prochaines années. Ils ne veulent surtout pas qu'il y ait une perte du capital qu'ils aient investi. Ils ont très peur de la volatilité, peur du risque du marché, donc du risque systématique et des risques spécifiques. Alors, ils veulent des investissements sûrs. Donc à ce stade de la vie, beaucoup de gens investissent dans des produits à très faible risque tels que des produits à revenus fixes ou des revenus fixes ou des certificats de dépôt et divers types de comptes épargne à intérêt élevé via leur banque. Donc à ce stade de la vie, entre 25 et 35 ans, se caractérise par une tolérance au risque extrêmement faible. Et donc en général, on passe d'une allocation d'actifs de stade 1 où on avait 80% d'actions à croissance, on va dire, vers une allocation d'actifs où on a 60-70% de produits à revenus fixes dans le portefeuille et seulement peut-être 20 ou 30% d'actions maximum. Ensuite, lorsqu'on arrive entre la fourchette de 35 à 55 ans, on est dans le stade 3 de la vie qui est le stade des années où on est au maximum de notre niveau professionnel, et c'est là où on est dans nos années dites mûres, où on gagne le plus d'argent et finalement où les enfants prennent un certain âge, où ils sont peut-être majeurs, ils ont déjà fini leurs études s'autofinancent, si vous avez fait un crédit par exemple, ou si vous avez suffisamment épargné pour financer les études de vos enfants, vous commencez à pouvoir prendre un peu plus de risques en bourse puisque vous avez des liquidités qui commencent à se libérer, vous avez une capacité d'épargne et d'investissement améliorée par rapport aux années de vos obligations familiales. Et donc à ce moment-là, c'est là que la théorie postule que les investisseurs doivent prendre un niveau de risque, pas maximum, mais ils doivent prendre des risques élevés afin de faire croître leur patrimoine au cours des 20 années qui, on va dire, sont entre l'âge de 35 et l'âge de 55 ans. Et donc là, on voit que l'allocation d'actifs rebascule vers les actions à plus forte croissance. Et donc là, on peut passer d'un portefeuille qui avait 70% de produits à revenus fixes vers un portefeuille qui est réellement, encore une fois, qui est composé de 80% d'actions à croissance et de produits dont le profil de risque est plus élevé. Tout simplement parce que c'est vraiment l'âge crucial où il faut générer un patrimoine rapidement qui permettra de préparer les stades 4 et les stades 5 de cette hypothèse qui sont la pré-retraite et la retraite. Et donc vers l'âge de 55 ans, entre 55 et 65 ans, c'est l'âge donc qui précède la retraite, et c'est là que les investisseurs vont commencer à se soucier des revenus que génèrent leurs investissements afin de pouvoir financer leur retraite. Donc
Jusqu'entre l'âge de 55 et 65 ans, au cours de cette période de 10 ans, les investisseurs vont progressivement réduire le niveau de risque de leur portefeuille. Ils vont rediriger leurs investissements des actifs à risque élevé vers des actifs à risque moins élevé. Encore une fois, les obligations et les autres types de produits à revenus fixes qui peuvent être des actions préférentielles ou des actions dividendes d'aristocrates, etc. Toutes sortes de produits qui peuvent générer un revenu fixe et dont le profil de risque est beaucoup plus faible. Et ce qui leur permet, donc une fois qu'ils arrivent dans le stade 5 de leur vie, qui est en général vers l'âge de 65 ou 70 ans, c'est l'âge de la retraite, là où les investissements doivent générer un revenu suffisant pour maintenir le niveau de vie. Et à partir dans le stade 5, les investisseurs ont une forte aversion au risque, ils ne veulent surtout pas perdre de capital, ils veulent préserver leur capital pour qu'ils puissent avoir de quoi vivre jusqu'à la fin de leur jour. Et ils sont également soucieux de transmettre leur patrimoine à leurs descendants. Et c'est là qu'ils mettent en place des plans de succession. Donc ça, c'est pour vous donner une idée, une panorama rapide des 5 stades de cette hypothèse des cycles de vie. Il n'y a pas de démarcation claire entre les stades, tout dépend de votre situation personnelle. Il y a certaines personnes qui peuvent rentrer dans le stade 2 dès l'âge de 25 ans, s'ils se marient jeunes et qu'ils ont des enfants jeunes, dès l'âge de 20 ans pour certains. D'autres qui peuvent rester dans le stade 1 jusqu'à l'âge de 35 ou 40 ans, s'ils décident de se marier tard et de faire des enfants tard. D'autres personnes peuvent rentrer dans le stade 5 dès l'âge de 35 ans, si vous avez la chance de créer une entreprise qui fonctionne et que vous la revendez pour plusieurs millions d'euros, vous vous retrouvez avec un énorme patrimoine et vous pouvez prendre votre retraite rapidement. Si vous avez cette chance, tant mieux pour vous. Donc voilà, encore une fois, c'est une hypothèse très générale qui s'accorde à la majorité des cas, mais qui ne va pas s'accorder à tous les cas spécifiques qui existent dans la société. C'est simplement un schéma qui peut vous aider à implémenter une stratégie qui sera adaptée à vos besoins. Mais voilà, il faut parfois ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et si vous voulez avoir une stratégie financière à long terme qui est solide, il faut quand même respecter certaines étapes. Et si vous allez voir des planificateurs financiers professionnels, c'est le genre de conseils qu'ils vont vous donner. C'est vraiment mettre les bases d'abord et ensuite, à partir de là, construire et diversifier son portefeuille en prenant de plus en plus de risques si votre situation financière le permet, puisque toutes ces théories financières postulent aussi que les gens avec des revenus plus modestes doivent prendre moins de risques que les gens avec des revenus plus élevés. Pour la simple et bonne raison que quelqu'un qui a des revenus très élevés, s'il investit dans quelque chose de risqué et que l'investissement se passe mal, il aura quand même un patrimoine qui est largement supérieur au reste de la société. Ça ne va pas mettre en péril son niveau de vie. Alors que quelqu'un qui a des revenus beaucoup plus modestes, si l'investissement se passe mal parce qu'il a pris trop de risques, ça peut vraiment mettre en cause et mettre en danger son niveau de vie actuel. C'est pourquoi il faut modérer les prises de risque des gens qui ont des revenus modestes, et s'adapter à la tolérance au risque des gens qui ont des revenus plus élevés. Alors si vous avez une capacité d'épargne ou d'investissement qui est modeste, n'ayez crainte, au fur et à mesure que votre portefeuille gagnera en valeur et que via votre expérience dans votre domaine professionnel, vous gagnerez peut-être plus d'argent au fur et à mesure que les années passent, vous serez en capacité d'investir des sommes d'argent un peu plus importantes, d'autant plus que votre connaissance en investissement également s'améliorera d'année en année. Donc n'ayez surtout pas peur si vous devez commencer en investissant dans des produits à faible risque, qui ne sont pas forcément très sexy comme on dit, mais qui permettront de constituer le socle de votre portefeuille. N'ayez crainte, c'est la bonne approche. Il faut commencer de manière modeste et conservatrice, et au fur et à mesure que notre capacité d'épargne et d'investissement s'accroît, on peut commencer à investir dans des produits plus sophistiqués et prendre un peu plus de risques. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir, mais c'est très important d'avoir une vision globale de l'investissement lorsqu'on se lance. Ce n'est pas simplement acheter des produits au hasard à droite et à gauche, il faut réellement avoir une stratégie bien définie. Réfléchissez à tous ces éléments, laissez des commentaires en dessous de cette vidéo si vous souhaitez en savoir un peu plus sur comment élaborer une stratégie cohérente et adaptée à vos besoins. Quelles sont les bases de la planification financière? Posez-moi des questions dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des futures publications. Laissez un pouce bleu en dessous de la vidéo si vous l'avez aimé. Et laissez un commentaire comme je viens de vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.